Un sentiment anti-français se développe de plus en plus au sein des populations. Dernier théâtre en date, les émeutes au Sénégal, au cours desquelles plusieurs manifestants se sont attaqués, non pas aux Français à proprement parler, mais aux symboles de la France au travers de ces multinationales. L'une des principales cibles ayant été Auchan. Que peut-on avoir à reprocher donc à la France en Afrique? Pourquoi est-ce que 60 ans après les indépendances, le grief semble plus que jamais présent? Est-ce qu'il y a de véritables raisons pour cela ou alors c'est simplement de la manipulation médiatique comme certains ont pu le prétendre? Dans cette vidéo, je me propose de voir avec toi 9 points super importants pour lesquels la jeunesse africaine aujourd'hui est fortement remontée vis-à-vis de l'ancienne puissance colonisatrice, la France. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que c'est grâce à ces deux piliers-là qu'on va faire décoller notre communauté. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos business comme celle-ci qui vont te permettre de réussir dans les affaires. Et puis deuxièmement, dans la barre de description, j'ai un petit cadeau pour toi. C'est un quiz que j'ai créé qui s'appelle Le Révélateur. Un quiz qui va te permettre de faire le point au sujet de ta gestion de tes finances. Parce que si tu ne sais pas gérer ton argent, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, tu ne pourras pas être un bon entrepreneur. Et puis pour ceux d'entre vous qui se posaient la question de quand est-ce qu'on revient à Paris, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Le 24 avril prochain, on a notre prochaine journée de formation business à Paris. Il y a encore quelques places, donc si tu veux être des nôtres, rendez-vous dans la barre de description là aussi pour rapidement réserver la tienne. Je me propose dans cette vidéo d'aborder des points qui sont connus de beaucoup, mais qui sont très peu souvent abordés sous le bon angle. On va voir ensemble 9 points historiques, mais encore présents, qui d'après moi justifient la colère d'une partie de plus en plus grande de personnes en Afrique vis-à-vis du leadership de l'oligarchie française. Je t'invite donc à tous les écouter et notamment le 9e parce que je pense qu'il est le plus important et le plus frustrant de tous. Numéro 1, le franc CFA. Anciennement appelé franc des colonies françaises d'Afrique, c'est une monnaie malheureusement encore aux allants coloniaux parce qu'aujourd'hui, elle bloque d'une certaine manière des économies africaines. Sans avoir besoin de rentrer dans les détails techniques, il faut juste retenir que c'est une monnaie sur laquelle les Africains n'ont pas le libre contrôle parce qu'elle est battue en France et dans le conseil d'administration, on a encore malheureusement des Français. Imaginez une seule seconde que l'euro qui est décidé en Europe ait au conseil d'administration un Sénégalais, un Ivoirien et un Togolais. Ce serait un scandale. Et pourtant, c'est la situation qui demeure aujourd'hui en Afrique, 60 ans après les indépendances. Les Africains ne sont pas libres de décider de leur monnaie. Or, on sait quel est le poids d'une monnaie dans une économie. Numéro 2, la présence des bases militaires françaises en Afrique. On en dénombre 4 permanentes, une au Gabon, une en Côte d'Ivoire, une au Sénégal et une à Djibouti, sans compter les autres positions françaises sur le continent. Que font ces bases militaires sur le continent? Est-ce qu'elles sont là pour défendre les Africains au travers d'accords bilatéraux ou alors plutôt présentes pour préserver les intérêts de la France? Tel président peut-il avoir la liberté de réellement s'exprimer quand il sait que dans son pays, il a une base militaire étrangère? Je n'en suis pas certain. Quand on regarde par exemple l'Allemagne, il faut se souvenir qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis avaient implanté une base militaire en Allemagne pour s'assurer que l'Allemagne n'allait pas revenir à de mauvais sentiments. Quel est donc le rôle des bases militaires françaises en Afrique? Est-ce qu'elles sont là réellement pour aider avec des opérations militaires comme on a pu le voir avec Barkhane et d'autres interventions en Afrique ou alors il y a un agenda caché? En tout cas aujourd'hui, les Africains commencent à se demander s'il n'est pas grand temps que ces bases militaires dégagent. Troisième point, l'assassinat du colonel Mouammar Kadhafi par la France. On dira par les Nations Unies, mais en réalité, même le journaliste Pujadas avait demandé à Nicolas Sarkozy en pleine interview s'il ne regrettait pas d'avoir assassiné Mouammar Kadhafi. C'est dire à quel point les gens sont conscients du fait que la France, notamment au travers de son leadership, était à la manette pour pouvoir exécuter publiquement Mouammar Kadhafi. Et cette exécution est venue rappeler aux Africains beaucoup d'autres exécutions de leaders africains, que ce soit de Sylvanus Olympio jusqu'à Thomas Sankara. On dénombre énormément de leaders qui ont été assassinés et à chaque fois, la présence française à l'arrière a toujours été fortement soupçonnée.
Quatrième point de colère, les humiliations subies par Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo quand ils étaient encore présidents. On a vu des images dans lesquelles l'armée française est allée dans un palais présidentiel d'un pays indépendant pour débusquer un chef d'État. Ces images ont traumatisé la jeunesse africaine parce qu'elles ont donné de manière claire la preuve que nos États n'étaient réellement pas indépendants, mais que la France pilotait qui elle voulait, permettait à tel de devenir président et à tel autre d'en partir. Sans avoir besoin d'entrer dans les polémiques pro-Gbagbo ou contre Gbagbo, pro-Ouattara ou contre Ouattara, il est inadmissible qu'une police d'un pays étranger se retrouve dans un palais présidentiel avec des armes pour faire tomber un chef d'État. C'est inqualifiable. Et cette scène-là a profondément troublé les Africains du nord au sud, de l'est à l'ouest. Cinquième point d'énervement, les grands marchés publics en Afrique. Pour ceux qui l'ignorent, la France parvient à gagner d'énormes marchés au travers de ces multinationales en Afrique. Ceci peut être normal dans le cadre d'une économie de concurrence. Mais ce qui est choquant, c'est que bien souvent, les marchés qui sont attribués à des entreprises françaises le sont contre toute règle de bonne gestion. Parce qu'à bien des égards, les entreprises françaises sont bien plus chères que leurs concurrents chinois et encore plus chères que leurs concurrents africains. Comment comprendre donc qu'un pays qui veut se développer donne des marchés au plus cher des concurrents alors qu'il y a bien moins cher que lui pour le même niveau de performance? L'un des exemples les plus marquants avait été l'attribution au Cameroun de la gestion du port autonome de Douala à Vincent Bolloré au travers d'une de ses sociétés. Suite à l'appel d'offres et à la shortlist de 3 sociétés, Vincent Bolloré n'était même pas retenu parmi les 3 meilleurs candidats. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelques temps après, une visite du président français François Hollande au Cameroun pendant quelques heures. Il n'est même pas venu dormir. Il a fait une interview à l'aéroport. Ensuite, un passage pour un dîner présidentiel et dans la foulée, son avion est reparti. Quelques jours après, à la grande surprise de tous, Vincent Bolloré, qui n'était même pas dans la shortlist, s'est retrouvé victorieux d'un appel d'offres dans lequel il était bien évidemment loin d'être compétitif. Comment expliquer donc cela si ce n'est par la présence et la très grande, ou peut-être devons-nous dire la trop grande influence de la France dans la gestion des affaires en Afrique, notamment dans ses anciennes colonies. Sixième point de divergence, les accords coloniaux signés par le général de Gaulle. Au moment des indépendances, le général de Gaulle a fait que les pays africains signent des indépendances factices, dans lesquelles, en apparence, on était indépendant, mais dans la réalité, les pays étaient toujours emprisonnés. Et cela s'est traduit notamment par des accords coloniaux dans lesquels on permettait à la France d'avoir la garantie que pendant des périodes très longues, parfois 50 ans et même ailleurs 100 ans, la France avait le monopole dans plusieurs secteurs en Afrique. Il y avait le monopole militaire, les partenariats. Comment expliquer qu'un pays puisse être libre si son armée est formée, pilotée par l'ancien colonisateur? Premier point d'incompréhension. Deuxième point d'incompréhension, le monopole que les entreprises françaises avaient dans plusieurs secteurs d'activité. Pour ceux qui ne le savent pas, en Afrique, on construit essentiellement au béton. Donc, on a besoin de ciment. Imaginez qu'une entreprise comme le groupe Lafarge a eu le monopole dans plusieurs pays en Afrique pendant près de 50 ans. 50 ans où il n'y avait aucune autre cimenterie et pendant lesquels le groupe Lafarge pouvait fixer les prix comme il le souhaitait. Comment ne pas devenir milliardaire à souhait dans ce genre de conditions? Et ce genre de contrats, on les retrouve dans plusieurs secteurs, que ce soit dans le domaine des brasseries avec Castel, la banque avec la Société Générale et dans plein d'autres industries où notamment Elf, Total ont bénéficié d'exclusivité pendant des périodes très grandes et qui ont permis à ces entreprises de brasser énormément d'argent. Total, il faut le rappeler, est la première entreprise française alors qu'on n'a pas une goutte de pétrole en France. Le septième point, ce sont les indépendances factices. Comme je venais de le dire tantôt, au moment des indépendances, le général de Gaulle, pour récompenser les Africains d'être morts pour libérer la France, est venu installer en Afrique un système qu'on appelle communément la France-Afrique, dans lequel il s'est assuré que la France allait continuer d'avoir la même mise sur ses anciennes colonies. Et pour ça, il a mis au pouvoir des gens qui allaient être des gouverneurs entre guillemets de la France, c'est-à-dire des gens qui allaient continuer de maintenir la politique française en Afrique, même s'ils étaient simplement noirs. C'est comme ça que Frantz Fanon les a appelés. On a remplacé le blanc par le noir pour travailler au service du blanc. Et malheureusement, cette logique-là continue de se poursuivre dans plusieurs pays africains. On a le sentiment que les gens qui sont à la tête des États ne travaillent pas toujours forcément pour l'intérêt suprême de leur nation, mais bien souvent pour l'intérêt suprême de la France.
Et ce qui est le plus grave dans cela, c'est que la France est allée jusqu'à s'assurer de l'assassinat de tous les leaders nationalistes qui voulaient réellement la liberté. C'est-à-dire que d'une part, le général de Gaulle voulait que la France soit libre et il a tout fait pour cela. Mais d'autre part, il a tout fait, accompagné de son homme de main, Jacques Foccart, pour que les Africains restent dépendants de la France à tout jamais. 8e cause profonde de douleur, les guerres parfois cachées de la France en Afrique. On sait tous que la révolution et l'acquisition de l'indépendance par l'Algérie a été sanglante. Mais ce qu'on ignore moins, c'est à quel point la France a maté des gens en Afrique au point de tuer, comme je disais tantôt, énormément de nationalistes. Au Cameroun, par exemple, on dénombre plus de 120 000 morts dans une guerre qui s'est tenue entre 1948 et 1971. La France et les Français sont totalement ignorants de cette guerre-là. Elle n'est enseignée nulle part. C'est une guerre secrète. D'ailleurs, François Fillon, Premier ministre de la France, lors d'un séjour au Cameroun, avait reçu une question d'un journaliste à ce sujet et il avait dit que cette guerre n'a jamais existé. Ce sont des affabulations. Et pourtant, François Hollande, président de la France, quelques mois après, quand il est revenu en France pour un séjour très bref, comme on l'a vu tout à l'heure, avait reconnu clairement qu'il y avait une guerre et qu'il fallait que l'on mette au clair ce sujet-là. Donc voilà donc un Premier ministre qui est ignorant d'une guerre et le président, quelques mois après, qui dit oui, il y avait bien une guerre. Et c'est bien ça le problème, c'est que jusqu'aujourd'hui, la France continue malheureusement de cacher parfois, de ne pas reconnaître son implication négative dans pas mal de choses qui ont eu lieu en Afrique. Ce qui nous conduit au 9e point et peut-être le plus grave de tous les points, c'est le déni. Les autorités françaises, l'oligarchie française et beaucoup d'hommes politiques de premier ordre continuent de nier l'implication néfaste de la France en Afrique au moment de la colonisation. Plusieurs vont même jusqu'à dire que la colonisation a été positive et veulent que cela soit enseigné comme tel. Comment donc vouloir la paix quand on continue d'être dans le mensonge et le déni? La jeunesse africaine aujourd'hui n'est plus naïve et elle est consciente de ce qui s'est passé, consciente des enjeux et consciente des 9 points dont je viens de parler. Comment donc vouloir qu'elle soit en paix quand elle a le sentiment que l'oppresseur d'hier continue à être aujourd'hui le bourreau? Voilà les 9 points que je voulais partager avec vous. Dites-moi d'après vous lesquels vous parlent le plus, lesquels vous avez découvert dans cette vidéo et surtout partagez massivement cette vidéo d'abord aux Africains pour qu'ils connaissent réellement leur histoire afin qu'ils ne soient pas facilement manipulés et puis aux autres, notamment aux Français pour qu'eux aussi apprennent la réalité qu'on leur cache sur l'Afrique. À très bientôt.